Yo, what's up guys? Épisode 6 des Uninkables, podcast québécois où est-ce qu'on parle de metagame, questions publiques, des fois des morts de Bucky. Mais avec moi aujourd'hui, comme vous avez vu, on n'a pas Billy ni Jeff, mais on a les GOATs du Québec, Drew, Pat. Enchanté de vous avoir encore une fois, des amis du channel. Guys, juste en général, comment ça va se passer? On va juste échanger sur plusieurs sujets. On a des beaux sujets comme le errata de Bucky, nos résultats du Store Championship, puis aussi les magasins que vous avez faits. On a aussi une section sur comment on voit le futur de l'Orcana maintenant que la metagame change, puis qu'on peut voir qu'il va peut-être avoir des errata, peut-être des bans un jour, on va voir. Puis après ça, on a une section de fun sur les cartes qu'on aimerait voir revenir, qu'on aimerait que ça redevienne un peu méta, qui était cool. Puis sinon, des clarifications sur des règles, Pat, que je sais que tu as fait un bon tour avec tes grosses leçons de coaching, tu vas pouvoir nous montrer ça. Puis dans le fond, on va commencer avec les questions du public, puis rester à la fin. Après le podcast, quand on va tous vous dire un petit ciao, on a Billy qui va vous faire un petit tirage pour voir qui a gagné les Jet Sam et les Float Sam du Comic Con. Restez des nôtres. Donc, première question de Gab LP30 STM. Êtes-vous pour ou contre l'utilisation des proxys pour tester des métadecks, sachant que les TCG en général ne peuvent plus peuvent coûter cher et surtout depuis le départ de Pixelborn? En fait, moi, je dirais, premièrement, la chose à clarifier sur ta question-là, c'est on parle dans quel contexte? Est-ce qu'on parle en contexte de ligue? Parce que c'est sûr qu'en tournoi, ça passera jamais. Puis je vais dire aussi le petit spoiler tout de suite. En ligue, non plus. Je travaille pour des magasins. Je viens justement de faire mon changement de magasin de cartes. Les proxys, c'est pas accepté dans les ligues. Absolument pas. Pour tester entre amis, honnêtement, super. Tu sais, honnêtement, si t'as une imprimante puis tu fais juste imprimer genre l'entièreté des cartes du jeu, ou pire si tu veux, tu sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui a nécessairement toutes les cartes. Moi, je sais personnellement que depuis le début du jeu, je m'achète des boîtes, puis je me tiens à jour, puis j'essaie d'avoir le jeu au complet en 4 exemplaires pour être capable de jouer absolument n'importe quoi que je veux. Je comprends que c'est cher, je comprends que c'est un commitment financier important. Pour une soirée de playtesting en chum, tu sais, je veux dire, je peux parler avec Pat, on a fait ça vendredi passé chez un ami à Québec, là. On était une couple, on était genre 6, puis on aurait pu facilement juste imprimer nos cartes puis essayer des decks, là. Admettons qu'on aurait été plus proche du 7-5, les cartes sont pas encore sorties, mais on veut les essayer. On aurait pu juste les imprimer sur comme du papier assez lisible pour qu'on ait genre les effets puis les strength, willpower, les casting costs, etc. Ben correct, moi je trouve que c'est une façon A1 de tester. Par contre, en boutique, c'est tout le temps beaucoup plus difficile dans ce qui est des événements sanctionnés. Ouais. Je trouve ça intéressant aussi que la personne l'a mentionné Pixelbond parce que c'est quand même une perte, en tout cas de mon côté, pour l'Orcana, d'avoir cet outil-là qui permettait de tester toutes les cartes rapidement. T'sais, souvent, ce que j'essayais avec le Pixelbond, c'est d'essayer des cartes que j'avais pas pour voir si je les aime. Si je les aime, je vais aller les acheter pour pouvoir les jouer en ligue ou en tournoi. Fait que d'avoir la possibilité d'essayer des cartes avant d'acheter, c'est super important. Puis là, sans outil digital, je pense que les proxys, c'est la seule solution qui est viable. C'est pas très compliqué. On peut juste imprimer des cartes, les mettre sur des feuilles de papier, les mettre sur des cartes dans des sleeves, puis ça tient en place. Puis pour tester des decks, je pense que ça fait vraiment la job. Puis ça vaut la peine parce que des cartes commencent à valoir cher là, pour les decks plus méta des fois. Fait que vaut mieux l'essayer que d'acheter toutes les cartes puis de se rendre compte qu'on n'aime pas le deck. Parce que faut que je les en revende. Puis des fois, la méta a changé, les cartes ont perdu de la valeur. Puis c'est comme juste une perte. Fait que tester avant d'acheter, c'est toujours l'idéal quand on peut le faire. Ouais, c'est ça, tu veux pas être le gars qui avait dépensé pour son verre gris juste avant l'errata, puis finalement, toutes les cartes dedans, ils ont pogné comme une quinzaine à une trentaine de dollars de drop par carte, là. Fait que ça, c'est sûr que ce serait plate arriver comme ça. Fait que, espérons que ça n'arrivera pas trop souvent, puis surtout pas avant des gros tournois de même. Yes. Mais au moins pratiquez-vous entre amis là, avec des proxies. Sure, c'est parfait. Si je peux rajouter de quoi aussi, juste parce que j'ai lu ça. Dans le fond, j'étais à job tantôt, puis un de mes collègues, va être mon boss, qui a partagé de quoi. Pat va être vraiment content. Sur le Discord de l'Orcana espagnol, je pense, il y aurait eu une annonce comme de quoi
l'Orcana en ligne s'en vient sur les consoles et PC. Oh, Ça va me prendre des sources pour ça. intéressant. Je l'ai mis à y croire, mais c'est vrai, ça serait cool. Je vais demander, Ce serait je vais vraiment demander à Monseigneur Gabriel Laporte, chantant à lui, s'il peut Nice. te refiler ça, mais il m'a dit ça tantôt, on était en train de genre, sa job, puis il m'a dit ça, genre, il y en a qui vont être vraiment contents. Nice. You heard it here first. Parfait. On a hâte de voir, on a hâte de voir ça. Good. Parfait. Et deuxième question, guys. Costco demande, j'ai une question, c'est pas la première fois que j'entends que Green Steel a un bon match-up contre Ruby Sapphire et je suis un peu en désaccord. Je pratique chaque jour mon deck contre Ruby Sapphire et si j'arrive pas à avoir une super bonne main de départ, c'est très dur de gérer 4 Medusa, 4 Brawl, 3 Be Prepared et 3 Sisu à 8 qui banissent les 2 attaques et moins. Je vais passer un peu la parole en premier à Drew, notre expert Green Steel, puis après ça, battre le beast du Red Blue. On a les deux représentés, c'est bien. Oui, exact. Les deux représentants du Québec sont là. Je pense que juste par la face que j'ai faite pendant que la question se posait, ça voulait dire comme, je sais pas si qui dit que Green Steel a un si bon match-up que ça contre Non, pas tant. Bleu-Rouge? Je trouve que c'est probablement... Ben, tu sais, je trouve que les deux decks bleus, c'est des mauvais match-up en général. Ouais. Que ce soit Blue Steel ou Blue Red. À moins... La seule ligne où que je trouve où que je me sens dans la game, c'est factuellement quand j'ai Bucky autour d'eux. That's it. Mhm. Si j'ai pas mon Bucky autour d'eux, honnêtement, c'est un uphill Ouais. battle tout le long. Ouais. Ouais, Ouais. c'est pas mal ça que j'allais dire aussi. Tu sais, je pense que c'est un match-up qui est assez 50-50, mais ça dépend des starts de chaque. Tu sais, les deux, ils ont ce que j'appelle le God Start. Là, pour vert gris, c'est de faire de tour 1 Diablo, tour 2 Bucky Shift Diablo. Ça, c'est vraiment fort. Puis pour le bleu-rouge, ou même bleu-gris, certaines versions, c'est de faire Popsicle, One Jump et Ram. Puis ce que j'ai remarqué par expérience, c'est que si les deux ont le God Start, je pense que bleu-rouge a quand même un avantage. S'il y a juste le vert gris qui a le God Start, ben là, ça va bien aller. Mais Ouais. tu sais, par exemple, à Chicago, en ronde 6 ou 7, c'était quand même les rondes avancées où est-ce que les joueurs avaient beaucoup de victoires, c'était rendu des bons joueurs. J'ai affronté un vert gris en tant que rouge-bleu, puis j'ai réussi à faire un 2-0. Fait que ça a montré que j'ai pu gagner sur le play et sur le draw. Faut vraiment que le Bucky sorte vite, puis que j'aille pas de draw pour counter. Parce qu'au final, Bucky, il fait discarter souvent une carte par tour. C'est rare qu'il a fait discarter deux. Puis Ram, lui, peut en piger deux. Fait que tu peux un peu contrer ça. Puis il sera plus vite le bleu-rouge à Be Prepare que, mettons, le rouge-mauve. Fait que c'est encore facile de clearer le board. Puis après Be Prepare, si les deux joueurs sont en top deck, le bleu-rouge a vraiment des meilleurs top decks que le vert-gris. Fait que c'est quand même c'est comme un peu le début de la fin de que le Be Prepare sort, puis il peut sortir vite. Fait que c'est pas super bon match-up. Le seul truc que je pense qu'il peut vraiment aider, puis je sais pas si la personne en question avait ça dans son deck, là, mais le Aladdin à 3 il est vraiment important dans le match-up. Là, si tu pètes les systèmes, tu pètes le draw power, le rouge-bleu. Ça aide, mais est-ce que c'est suffisant? Ouais. Surtout que l'Aladin, il arrive sur le tour puis il fait pas l'effet comme Exact. Benja tout de suite. T'sais. Fait que le deck que tu arrives là, ben, il rame. Systématiquement, quand tu joues contre Green Steel, Iram, il va sûrement te piger 4 cartes. Ça, c'est quasiment obligatoire. Là. C'est très rare que tu vas pouvoir le péter avec ces deux couleurs-là. Tu joues pas de rouge, fait que tu peux pas enlever Iram très facilement. Fait que, ouais, je te dirais que c'est un uphill battle. Je dirais aussi que peut-être que dans les débuts, quand on en parlait, quand les joueurs bleu-rouge jouaient beaucoup la petite Sisu qui est uninkable, puis le monde, il jouait pas tant la médium Sisu. Puis là, ça faisait que ton uninkable count était haut, c'était awkward si tu n'avais pas Ice Block avec la petite Sisu. Fait que ton tempo était un peu plus slow. Fait que peut-être que c'était plus facile pour Green Steel dans ce temps-là, mais je pense que depuis que le monde a incorporé la grosse, la medium Sisu qui a un d'attaque pour chaque carte du opponent, vu qu'elle est inkable, puis le deck il joue beaucoup de non-ancrable, fait avec ce Sisu-là, tu es moins stock dans ton ink. Moi, je trouve que le match-up est très difficile. Il faut quand même que tu sois un vraiment bon joueur de Green Steel. Puis même là, il faut que, comme Drew dit, tu rentres dans ton Bucky en tour 2. Puis tu sais, c'est juste simple maths. Flaversham pige 2 cartes. Bucky en fait discarter une. T'as pas la même traction de chaque bord. Le seul truc qui aide Valkyrie un peu, c'est s'il y a un Diablo tapé parce que là, le joueur pige 2. Mais faut pas oublier non plus que bleu-rouge, il y a des cartes comme One Jump, Grand Matala, puis Go qui pige sans faire piger Diablo. C'est quand même aussi très important versus bleu-gris que tout fait piger Diablo. Là, dans bleu-rouge, souvent, il y a plus de cartes. C'est genre look for card, vu que c'est pas écrit draw, tu piges pas. Fait ça aide à contrer Diablo autant de trouver ses réponses.
Puis je pense... Puis même même si en tant que vert gris, tu piges plus que rouge bleu, la qualité de carte de vert gris est pas aussi haute que la qualité de carte de rouge bleu, là, dans le mid à top end. Là, fait que Ouais, puis je fait que c'est dirais difficile. pour les joueurs vert gris aussi, c'est de pas overextend le board parce qu'au final, c'est Be Prepare puis Big Sisu qui font la différence. Puis si t'as mis toutes tes ressources sur le board puis il fait, t'as plus rien à mettre le tour d'après, c'est sûr que t'as perdu. Fait qu'il faut pas être trop greedy en bon français puis mettre toutes ses cartes sur le board parce que tu donnes la win condition à ton adversaire. Puis il y a ça aussi, je pense, qui a changé dans le méta, là, le nombre de Be Prepare puis de Big Sisu joués par les joueurs bleu-rouge a augmenté vers la fin pour justement avoir un meilleur match-up contre vert gris. Maintenant, il y en avait peut-être 2-2. Là, c'est plus comme 3-3. Fait plus qu'il y en a, plus c'est difficile parce qu'il va être moins long avant qu'il les trouve. Exact. Merci, guys, pour votre input là-dessus. Prochain sujet, le sujet chaud. On en a parlé un peu la semaine dernière. Puis si vous n'étiez pas dans les bois en train de faire du camping, c'est sûr que vous avez vu ça sur les groupes de Facebook, là, mais le errata de Bucky. Changement de la carte, on parlait d'une carte qui était Inkable, qui coûtait 2, qui avait le keyword Ward, donc il ne pouvait pas se faire targeter par rien. Puis après ça, c'est chaque fois que tu joues un Floodborn, ton adversaire discarte une carte. Maintenant, on est rendu dans quelque chose qui n'est pas 1, pas 2, mais 3 errata sur la même carte. Là, je pense qu'ils ne voulaient juste plus la revoir. Fait qu'on parle d'une carte qui va maintenant coûter 3. Une chance, elle est encore en crabe. Puis après ça, on a enlevé Ward. Puis en plus, il faut que tu shifts ton Floodborn maintenant pour trigger l'effet. Fait qu'en plus de monter le coût, enlever le Ward, on vient de changer la jouabilité du Floodborn pour demander qu'il soit un shift. Puis le deck, à moins de shifter ton Diablo tour 2, ben, tu shiftes pas, mais maintenant, tu peux même plus shifter tour 2. Il faut que ton Bucky arrive sur tour 3. Fait que là, tu sais, ça rend la play complètement différent. Drew, toi qui est un des fiers disciples de Bucky, comment tu as pris la nouvelle? Puis comment tu vois ce changement-là, en gros? Là? Surtout si proche de Toronto. Moi, je me sens plus mal pour le monde qui ont investi pensant aller à Toronto. Puis finalement, ben, ils pourront peut-être pas jouer ce deck-là. Mais... tu sais, je vais t'avouer, j'ai versé une petite lampe. Non, pas autant que ça. Je suis vraiment déçu que mon head deck, on va dire ça de même, que le deck avec lequel j'ai bien performé à Atlanta, puis que je continue à jouer, tu sais, spoiler alert, on veut parler de cette championship plus tard, j'ai gagné un set championship avec le deck encore une fois. Tu sais, je suis vraiment très déçu des changements qu'il y a dessus. C'est sûr que mon opinion fait pas l'unanimité. Genre, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont très contents que Bucky se fasse nerfer. Il y a du monde qui sont très tristes de la chose. Donc, toutes les opinions sont là, under the sun. Je pense que je l'ai mentionné. Je vais faire une shameless plug en même temps à mon channel YouTube Let's go. sur Inkspill Glimmer où on a parlé justement de ça. On a releasé notre épisode, je pense, vendredi passé. Puis je dis exactement, c'est ça. Ou que je dis exactement comment il aurait pu garder Bucky dans le méta sans le rendre aussi brisé qui est de nos jours. Comment il aurait pu juste comme softly le phase out. Ou même, encore une fois, moi je trouve que ce qu'ils ont fait là, c'est un soft ban. C'est littéralement juste la carte n'est plus jouable, c'est même plus une uncommon remotely jouable en limité, c'est juste plus bon. Tu sais, j'en parlais, comme je disais sur YouTube, t'enlèves Ward, ça fait que la carte est quand même encore considérable. C'est juste que maintenant, ça se mange toutes les removals du monde. Ça se mange les brawls, ça se mange les petits tissus, ça se mange vraiment beaucoup de removals, les baboums, etc. Tu pouvais enforcer sinon le cost de 3 ou la règle de devoir shifter. Ça rendait la carte assez mauvaise pour être comme, tu sais, fringe playable, mais pas, ça serait plus une meta card. Fait que, en fait, c'est que tu aurais pu faire une des trois, puis ça allait amener un changement considérable, versus là où que les trois en même temps, ça feel juste comme un ban, puis c'est d'autant plus bizarre, tu sais, je veux dire, comme le monde s'en rend compte, j'ai parlé tantôt de l'Orcana, du Discord de l'Orcana espagnol pour le jeu en ligne. Ben, tu sais, je suis les trucs en ligne de très proche. J'ai vu le post de Rachel Brady par rapport à l'errata, puis elle disait, ben tu sais, banner une carte, c'est quelque chose qu'on a, c'est un outil qu'on peut utiliser
dans notre ceinture d'outils pour comme shaper le jeu. Si à un moment donné c'est nécessaire, c'est quelque chose qu'on doit faire, on va le faire. Mais on le voyait pas comme nécessaire là. Ce qui est bizarre à mon avis, ça me semble comme un peu une excuse slash une espèce de petit baume sur la plaie. Mais en tout cas, de la manière que je le vois, puis de ce que je lis entre les lignes de ça, c'est que probablement il y a une ou des cartes dans le 7-5 qui brisaient la carte vraiment fort, qui faisaient en sorte que, tu sais, là, Bucky, c'est un des méthodex super puissants, c'est un des 4 piliers qu'on a eu tout le long de la saison. S'il y a une carte qui faisait juste send it even more over the top, c'est là que ça devenait dangereux. Puis je peux comprendre. Ouais. On va voir une fois que le spoiler de 7.5 est sorti, probablement que je vais pouvoir juste mettre le doigt dessus, faire comme ça, c'est complètement busté. C'est normal qu'il ait raté la carte, c'est normal qu'il ne veuille plus dans le méta. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. J'espère que j'ai raison. Si j'ai pas raison, ça va être vraiment feels bad. Ouais, Toi, Ben? la carte, clairement, elle limitait un peu le design space. Et puis eux autres sont. Le design space, parce que eux autres sont rendus quand même plusieurs sets d'avance. Puis dès que tu as des chiffres qui coûtent 0, ça peut créer des problématiques. Tu sais, là, on le voit un peu que le Diablo, qui est déjà une bonne carte, même sans shifter, il peut shifter gratuit. Peut-être que plus tard, avoir des chiffres que tu donnes du lore à l'adversaire pour shifter, puis tu peux tellement pas sacrifier de la vie. Fait bref, il y a plein de possibilités que les chiffres, mais à chaque fois, tu fais une carte qui shift pour 0 ink ou juste comme qu'il y a des bons stats qui coûtent pas cher, ça peut rendre Bucky plus fort. Fait que, ça limitait peut-être leur design space, ça devait les gosser, de faire des nouveaux shifts avec des features cool. Fait que, ils l'ont over 9, rendu là, il aurait dû la ban. Il y avait aussi deux autres possibilités, là, de dire le fait qu'il est encore inkable. Clairement, ça aurait pu être un choix de rendre un inkable, parce que là, tous les joueurs le veulent dans le maître départ. Puis là, si tu gardes dans le maître départ, puis t'en prends 2-3, là, tu peux peut-être rester stock. On compare Bucky avec le Honest John, qui a une feature moins bonne, qui a toujours les Floodborn, puis Uninkable, puis lui, il l'est. En tout cas, c'est un peu étrange. Fait qu'il y avait ça qu'il aurait pu faire aussi. T'sais, là, il y a eu 3 nerfs. Il y a un, ça a tout été suffisant. Celui-là, ça en aurait été 4e. Puis un autre que j'aurais peut-être aimé voir, moi, c'est juste de faire en sorte qu'il soit comme Diablo, qu'il faut qu'il soit tapé, exerté, je veux dire, pour faire son effet. Comme ça, on aurait peut-être vu un peu plus de bodyguards dans le méta, parce que là, les bodyguards, on les voit pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à protéger. Les bons bonhommes, ils restent détapés. Fait que ça aurait été intéressant. Il y avait comme vraiment beaucoup de possibilités pour la nerfer sans la rendre injouable, mais là, ils l'ont juste rendu injouable. Fait que, je pense que le ban aurait été plus simple. Je trouve ça triste pour les joueurs casual qui suivent pas les nouvelles compétitives, qui vont se ramasser à jouer. Peut-être même qu'ils vont se pointer à un 7 championship plus tard avec Bucky, comme hey, j'ai mon super Bucky, ça marchait bien que je joue avec mes chums dans mon sol. T'arrives en tournoi, puis le joueur fait comme non, c'est pas ça qu'il fait, là. C'est pas ce qu'il écrit. C'est pas logique de dire à quelqu'un que ce que la carte fait, c'est pas ce qui est écrit dessus, là. C'est comme. C'est vraiment pas cool pour les joueurs plus casual. Fait bref, je pense que le ban aurait été vraiment mieux, mais bon. Ouais, je pense que vous avez tous mis le doigt dessus, là, puis d'un autre point de vue aussi, je pense pas qu'il y a nécessairement des joueurs qui sont highly competitive, admettons comme nous autres, qui chialaient nécessairement sur la carte, parce que c'est pas comme si c'était le deck comme rouge-mauve du Chapter 2. Tu sais, comme que le deck, si tu jouais pas ça, tu auto-lose quasiment, genre. Tu sais, Bucky, il était très battable par gris-bleu, puis par bleu-rouge. C'est juste que pour les joueurs qui sont un peu plus casual, tu sais, ça rendait peut-être pas l'expérience le fun, puis c'est peut-être leur voix à eux qui était un peu plus portée à ça, mais je comprends que on veut s'aligner pour ça. Je comprends aussi que c'est Disney, fait on veut peut-être aller vers une expérience qui est beaucoup plus fun, ouvrir la porte à plus de cartes, puis vous l'avez peut-être dit, peut-être dans le 7-5, Drew, il y a peut-être des Floodborn qui coûtent 2 ou je sais pas, des affaires, puis là, ça aurait été vraiment busté. Mais je pense que il y avait ça, le play design qui limitait s'il gardait Bucky, mais je trouvais aussi qu'un 3, un triple errata était quand même assez violent sur la carte. Puis là, ça me fait poser aussi des questions. Est-ce que les autres cartes sont à l'abri? Maintenant qu'on a réglé le problème de Bucky, il y en a beaucoup qui disent que Iram, c'est une carte super forte. Il y en a beaucoup qui disent aussi que Whole New World, Goat, ou Lapin, Merlin Lapin, c'est des cartes qui sont super fortes. Fait que si on fait ça à Bucky, un triple errata, c'est quoi le futur pour ces cartes-là? Puis ce serait quelque chose qui serait très intéressant de discuter un peu plus là, dans le futur de l'Orcana, qu'on va parler un peu plus après. Mais je sais pas, Drew, si tu avais quelque chose à ajouter. Ben, j'avais de quoi ajouter, je veux dire, on parle d'Iram qui est probablement la prochaine carte. Je veux pas dire sur le chopping block, j'espère pas, parce que je souhaite pas, genre, comme, on va l'aborder plus tard. Mais tu sais, j'ai le témoignage de Ryan Miller, le designer de l'Orcana à Atlanta, il s'est fait demander sur le stage pendant qu'on recevait nos Mickey en or. Je pense que, j'ai raconté l'histoire à plein de monde, là. On était sur le stage, puis R&B, Ryan Beaupre,
il a demandé dans quel stage du développement Iram c'est devenu une 1.6? Puis Ryan a répondu fait que, tu sais, nous, quand on design des cartes, c'est un design, c'est ce processus très, très, très complexe, là. Ça passe par à travers plusieurs phases, puis, tu sais, de fil en aiguille, on l'a échappé. Ah oui, ok. C'est la première fois que j'entends cette histoire-là, mais ouais, ça a l'air plausible. Ouais, Je ça a du pense, je pense sens. que, je pense que si il y avait à le refaire, peut-être qu'il la réimprimerait comme une 1.5. Tu sais, je parle tout le Un temps de 5-1. design-wise quand je parle un petit peu, je pense un petit peu à Magic. D'habitude, tu veux que ton removal d'un certain cost puisse gérer des cartes d'un certain cost. Admettons, j'aimerais ça Ouais, que Zeus soit capable de pogner un Iram one-shot. exact. Ça serait plausible, parce que là, il faut tout le temps que tu Mm. utilises un agencement presque de 2 cartes ou une carte qui coûte plus cher RAM pour le gérer. Tu sais, genre, faut que tu RAM Ouais. un Maui dedans pour le tuer Ah one bah oui. shot. Faut que tu Zeus plus Tinker. Admettons que le gars, Ou, il l'a ou que jamais t'as joué cassé. Crab avant, puis t'as joué le Fox après, puis là tu peux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, à part Brawl, Bon il n'y point, avait boys. pas grand-chose. Puis tu sais, même le Maui est un peu tard, il a Ouais. déjà pigé 4 cartes. Je pense que lui, honnêtement, il aurait eu du sens d'avoir 5 points de vie. Puis ça serait mieux de faire ça que de le bannir parce que ça enlèverait 2 Ouais, decks bah au oui. complet de bannir Iram. Fait que Mm. s'il faut le mettre 5 points de vie, ça c'était cool. Mais encore une fois, c'est Ouais, ça serait le parfait. défi que les jeux en carton, c'est de changer des cartes après la sortie. Là, ça rend ça toujours plus complexe. Fait que Exact. j'espère qu'ils en feront le moins possible, mais des fois c'est nécessaire. Puis rendu là, faut qu'ils fassent faut Mhm. prendre des décisions. Yes, exact. Donc, comme vous le savez, le errata, Billy l'a dit au dernier, donc amenez pas, ben, à vos risques, là, si vous l'amenez ça à Toronto, mais sachez que Bucky fera plus la même chose rendu le DLC de Toronto. Donc, juste FYI. Donc, prochain sujet, boys, vos résultats de cette championship, on a-tu des tapis? On a-tu beaucoup de Ursula promo? Pat, je vais commencer avec toi. Parle-nous un peu de ton expérience. T'as-tu joué beaucoup de games ou? Yes, ben avec la balance vie familiale, travail et gaming de jeux de cartes, je n'ai juste participé à un en tant que joueur puis un en tant que Hmm. juge. Celui en tant que joueur, j'ai fini deuxième avec un match ultra serré en finale, best of three. J'étais rendu à 18 lore, j'avais des goats dans le deck qui pouvaient bouger, puis il y a eu un Hmm. bon top deck de Tamatoa pour closer la game, mais c'est une game trop serrée qui a été longue aussi. Mais somme toute, une Hmm. belle deuxième place avec un tapis de runner-up, fait que ça a bien été. Puis côté jeu aussi, c'était quand même intéressant. J'ai eu des belles questions, on va peut-être aborder tantôt justement, puis c'est une belle expérience aussi pour Nice. apprendre mieux les règles, puis être encore plus prêt en tant que joueur à s'attendre à quoi qui pourrait arriver si tu colles un judge à cet événement, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui l'est pas, c'est quoi l'ordre des triggers, tout ça. C'est quand même des infos très pertinentes pour jouer compétitif. Mhm. Penses-tu en faire d'autres, Pat? Yes, il y en a un qui s'en vient à Boutique Mythique à la fin du mois, mais sinon c'est pas mal les deux Nice. seuls. La Stitch aussi, Oh yeah. la Stitch aussi, je n'avais juste fait deux dans les mêmes deux magasins. J'avais fini premier dans les deux. OK. Fait qu'on va essayer de garder la tendance à ramasser des cartes, là, si tout OK. s'aligne correctement. Très cool. Très cool. Drew? Fait que moi, j'étais sur une espèce de petite dry streak la semaine passée. J'en ai fait deux. J'en ai fait un à Montréal et un. My God, j'ai un blanc de mémoire. Puis un à Québec. J'ai fait le même que Pat à la Reine à mon ancien job. OK. Euh, Puis j'ai été sur un beau petit dry streak où j'ai fini 9e dans les deux. OK. Fait que juste outside of top 8. Puis finalement, là, j'ai réussi à briser le dry streak. Puis encore une fois, à One Up et Pat, comme j'avais fait dans les DLC, euh, j'en ai fait un à l'imaginaire ce samedi, puis je l'ai gagné. Fait que moi, j'ai le beau petit Nice. tapis champion. Y avait-tu beaucoup de monde à ton imaginaire? On était capé à 32. OK, quand même. Quand même Fait du monde, ça. que Nice. on était au Format de max. Puis, 3? pardon? Format best of 3 ou. Oui, oui, oui. Ouais. Si OK. je peux me Cool. permettre juste de faire un petit apport là-dessus. Tous ceux que j'ai joués étaient en best of three. Euh, OK. si je peux donner mon avis en tant que gars qui travaille dans des boutiques et qui fait beaucoup, beaucoup, Hmm. beaucoup, beaucoup de tournois, Ouais. pour tout le monde, best of three, meilleur format pour les boutiques. Best of two, Hmm. j'ai mes collègues du Mythique qui sont allés au Saguenay hier dans justement un set championship. Ils ont joué best of two. Le format
il est supposé comme mitiger les intentional draw. C'est juste Ouais. pire. C'est juste encore Ouais. pire. Je te donne l'exemple. J'ai un de mes collègues qui a 2-0, 2-0, ces deux premières rondes. Ouais. Puis il y a intentional draw into top 8. Puis il a eu ça reçu de même. Ouais. Fait que tu joues Ah, c'est encore ça que tu peux moins de quasiment l'Arcana décider qui rentre qu'en dans best of le. 3. Ouais. 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 Ouais, c'est vrai. Le format, Puis. il- le format, il marche quand c'est des Mhm. gros events à beaucoup de rondes, avec beaucoup de joueurs. Ouais. C'est là que ça te délimite. Là, il y a toutes sortes de outcomes possibles Mhm. quand tu fais ta draw, quand tu fais Mhm. ta win, quand tu as ta lose. Ça Ouais. change beaucoup. Mais dans des petits tournois de même, ça te reward tellement beaucoup d'avoir ta win à 2-0 que tu Ouais. passes immédiatement tout le monde du moment que genre la majorité, genre le gros du peloton, on va dire, est à 1-1, ronde 1, ronde 2, t'es comme Ouais. way above, puis t'as même plus besoin de Ouais. jouer vraiment tôt dans ta journée. Ouais, exact. Moi, j'ai joué à Bella. On était quand même un peu moins qu'une vingtaine. Je me rappelle plus trop combien. Mais c'est ça, eux, ils ont décidé de faire le format Best of Two parce qu'ils voulaient que, tu sais, l'heure à laquelle on commençait versus l'heure qu'ils sont obligés de fermer dans ce complexe-là. Fait que, whatever. Puis, tu sais, je pouvais voir, moi, j'ai joué Green Steel, puis mes 3 premiers matchs, j'étais 2-0. Fait que, tu sais, c'est 7 points, 7 points, 7 points. T'es déjà à 21 points. Puis, il y en a qui font des 1-1, il y en a qui font des 0-2 ou des affaires de même. Fait que je peux voir que oui, il y a du monde qui pourrait dire comme, ben, OK, j'ai gagné mes 3 matchs. Fait que là, je vais juste draw, je vais te concéder. Toi, je suis bien chummy avec toi. Je te donne le 2-0, je te donne le 2-0, puis tout ça. Puis tu peux quasiment. Le premier, il peut build son propre top 4 là, s'il veut, là, mais je peux comprendre que ça peut s'en aligner vers là. Merci de le mentionner parce que c'est ça mon autre problème ensuite avec le BO2. C'est que si t'es le gars qui est justement à 2-0, 2-0, qui est comme assuré de son top 8, tu peux commencer à juste genre try hard, même si c'est ton mauvais match-up, c'est que tu veux pas le revoir en top 8, t'essaies de le battre le plus possible. Peut-être que ça lock out le gars du top 8 ou tu concèdes à tes Mhm. amis ou des affaires de même. Puis c'est que tu Ouais. shapes ton top 8 pour te donner les meilleurs odds de gagner. Ça, c'est pas infaillible ce que je dis là, Ouais. mais c'est plate que Mhm. ça soit une option sur la table, tu sais. Ouais, je comprends ça, je comprends ça. Mais oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai fini en finale contre Ruby Améthyst. Puis le gars m'a sorti un Ruby Améthyst quand même assez spicy. Là. Le gars, il joue Isabella Madrigal, qui quest pour 4. Là. Fait qu'il y en avait comme deux de ça dans son deck. Puis moi, je m'attendais pas à ça par tout. Puis à un moment donné, je tape, je suis safe, genre, c'est free. Il y a 3 encres. Puis moi, j'ai mes 2 Bucky. Fait que moi, je tape un. Next turn, je jouais un Floodboard, je le faisais discarder les 2 dernières cartes dans sa main. J'ai oublié qu'il jouait, ben je savais pas en fait, il jouait Goofy. Fait qu'il rentre, il Goofy Rush, il fait 2 lore, puis il y a des madrigals, il fait 4 lore. Là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'était spicy pis tout, puis j'ai fini par gagner 2-1, mais je l'ai eu chaud à un moment donné. Là. Fait que, mais c'était cool de voir ça. Mais encore Ruby Amethyst qui est un très 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 bon deck. Là. Fait que, nice. Puis je sais qu'il y a GF qui a aussi fini dans le top 4. Il a joué gris-bleu. Il a déjà une l'imaginaire à Saint-Bruno. Pas loin du même nombre de joueurs que toi, Drew, là, à Québec. C'était quand même une bonne gang. Billy, il m'a partagé son result qui était un peu malchanceux. Il n'a pas vu un popsicle du week-end quasiment. Il me disait ça. Fait que Dans bleu rouge ou c'est bleu rough quand gris, tu ça? joues bleu-gris. Puis quand lui, il dit popsicle, Contre les je parle 8? des 8 popsicles, là, les 8. Là. Fait que c'était rough. Là. Il m'a Ouais, dit vraiment comme mal. c'était pas son week-end. C'est Ouais, bizarre. c'est ça. Fait que c'est comme next weekend, bro. Ta bad luck est partie. Est partie. Cool. Parfait. Donc, prochain sujet, boys. Maintenant qu'on a le errata de Bucky, puis on l'a effleuré un peu avec Iram puis tout ça, comment vous voyez le futur de l'Orcana, sachant qu'il y a peut-être des errata même pour venir une fois de temps en temps, ou peut-être même des ban lists, dépendant de, tu sais, quand vous avez vu, là, quand ils parlaient du Shimmering Sky, puis on parlait du nerf de Bucky, ils ont comme écrit un paragraphe, pourquoi on a fait ça, l'expérience du user, puis tout ça. Donc, je veux un peu votre avis dessus. Où est-ce que vous pensez qu'on s'en va? Où est-ce que ça pourrait s'en aller? Puis qu'est-ce que l'Orcana devrait faire pour faire attention, pour ne pas perdre l'intérêt de leurs joueurs ou pour pas que des joueurs décrochent parce qu'ils ont trop nerfé leurs bonnes cartes ou des bons decks, admettons. Ouais. Nerfer des cartes, c'est toujours dangereux. Tu sais, on parlait tantôt là, de
le neuf de Bucky, puis là, probablement que le deck Vagri a perdu de la valeur. Puis il y a Diablo aussi qui est très fort, mais si tu nerfs Diablo là ou si tu le ban, il y a des gens qui l'ont payé 40-50$, puis le jour au lendemain, il vaudrait genre 5$. Fait il y a tout un marché aussi. Au final, c'est pas à Ravensburger de gérer le second market, mais c'est important qu'il care un peu à propos du second market parce que si la carte que les gens ont payée, elle vient du lendemain plus jouable, ça impacte un peu de ça, puis ça peut frustrer, puis les gens s'en vont. Fait j'ai espoir quand même qu'ils mettent les personnages qui ont des features vraiment clés là, qui peuvent devenir meilleurs avec le temps, pas trop rares, pour que justement, s'il y a besoin des nerfs ou des bans, ça va avoir moins d'impact sur les gens. Mais cela dit, je pense qu'il faut quand même qu'elle fasse le moins possible. Par contre, on l'a vu un peu avec le reveal de Mufasa Bleu, il y a des nouvelles mécaniques qui arrivent qui sont plus complexes, ça veut dire des nouveaux combos potentiellement. Fait que c'est quasiment impossible qui balance le jeu sur 10-12-7, que tout fonctionne bien avec juste une carte qui a été nerf/ban. Fait qu'il va falloir qu'il soit prêt à ça. Il faut juste s'assurer que ça soit fait le mieux possible. Je pense qu'ils peuvent faire mieux qu'avec Bucky, mais ouais, ça risque d'être plus tricky là, parce que il y a juste 4-7, puis on réussit à faire quand même un ban. C'est quand même tôt là, dans la life cycle d'un TCG de bannir entre parenthèses une carte. Fait que qu'est-ce qui va arriver qu'il y a 17, c'est ça que j'ai hâte de voir. Mais je pense que l'important, c'est qu'ils ont appris de leur erreur de Bucky qui avait peut-être un peu trop limité le design space, puis ils vont réussir à s'ajuster, mais ouais, ça reste très intéressant à suivre. Ouais, je partage mon avis que, honnêtement, mon avis là-dessus, c'est le moins possible. Tu sais, je parlais tantôt des. Excuse-moi. Du post de Rachel Brady sur le Discord de l'Orcana qui disent qu'elle-même disait on veut le moins possible utiliser ça. Ils ont décidé de pas banner, même s'ils ont comme fait un ban voilé. Ils ont dit comme les errata aussi, on veut essayer de comme limiter ça, surtout pour un jeu en papier, tu sais. Ça marche dans un jeu comme Hearthstone où c'est juste comme tout est digital, tu fais juste comme reprogrammer la carte puis that's it. Là, tu sais, juste avec Bucky, ils parlent déjà qu'ils vont devoir comme redistribuer une carte updatée dans moi mon pitch c'est probablement qu'ils vont l'envoyer dans le league kit de chapter 5. Mais tu sais going forward c'est probablement eux qui se sont rendus compte qu'ils ont fait la carte un petit peu trop forte puis là ils veulent ajuster le tir. J'ai pas l'impression, tu sais, à part quelques outliers, on parlait genre du Flaversham qui avait un willpower de trop, je pense que c'est la seule carte qui est un petit peu un offender à ce niveau-là. J'ai entendu du monde parler que dans le coin de 7-1, 7-2, que Whole New World c'est trop bon, que Be Prepared c'est trop bon. C'est sûr que c'est des joueurs un peu moins compétitifs qui comprennent un peu moins la valeur de ce genre d'outils-là dans une metagame variée. Je leur expliquais tout le temps comme non, c'est bon on a des outils puissants, puis ça rajoute un cachet au jeu. Justement, là, je segway aussi un petit peu. J'en parlais justement aujourd'hui à la job avec le monde de Manuel Job qui viennent tout juste de commencer à jouer à leur canot. Je veux dire, ils ont fait leur premier set championship en fin de semaine. Puis il disait comme c'est étonnamment puissant. Il y a du monde il y a des joueurs de Magic qui jouent à l'Arcana qui se disent l'Arcana c'est comme un petit peu un Magic, un petit peu moins puissant. Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord pour jouer encore à Magic. C'est sûr que Magic, c'est en termes de power level, des fois, dépendamment du format que tu joues, c'est comme ça peut être ben fort puis tu gagnes vraiment vite. Tu as des decks à combo, des affaires de même. Mais l'Arcana ont vraiment de la card quality super, super élevée. Puis surtout que c'est une question vu que les intricacies sont beaucoup plus au niveau du decision making parce que tu peux pas jouer pendant le tour de l'autre, tu peux pas répondre aux cartes de l'autre comme dans d'autres jeux, admettons à Magic, même à Yu-Gi-Oh! Il y a ce qui s'appelle des negates puis l'équipe. On n'a pas ça à l'Arcana, mais justement, toute l'intricacy est de savoir, comme on a parlé dans d'autres épisodes, qu'est-ce qui est le plus difficile. Le inking, c'est difficile. Le mulligan est difficile. Tu as tout le temps comme un decision path différent pour chacun de tes bonhommes. Genre, si ton bonhomme a une habilité, est-ce que j'active son habilité? Est-ce que je quest avec? Est-ce que je challenge avec? Est-ce que je fais rien avec parce que je veux juste setter up un board puis j'ai pas peur du removal? Est-ce que je chante avec? T'as beaucoup de possibilités. Le jeu est très puissant.
Puis tu veux pas, justement, rajouter ce layer de difficulté-là que le monde doit en plus se souvenir de des errata sur des cartes. Et Ouais. justement, c'est ça qui rajoute comme de la beauté au jeu, que ce soit comme Ouais. assez puissant. S'ils réussissent à ne pas trop limiter leur design space eux-mêmes, à pas se marcher ses pieds, je pense que c'est un futur très, très, très bright. Faut juste qu'ils fassent attention à comment ils gèrent ce genre de situation-là avec des errata, Mhm. bans et design de cartes. Je suis d'accord avec vous, les boys. Moi, il y a un point qui me fait peur aussi, c'est que, tu sais, admettons, puis j'avais pas préparé ça avant que tu me dises ton histoire de Hiram au DLC, mais quand j'entends ton histoire de Hiram, puis je vois ce qu'ils ont fait à Bucky, un triple nerf, puis en tant un joueur de cartes compétitif, moi-même, ça me fait peur de voir c'est qui prend le decision making pour les futurs bans, puis les décisions de création de cartes, puis les choses comme ça. Parce que oui, ok, tu sais, ton Hiram, tu l'as fait un 6, c'est une carte très forte, on en a parlé. Mais là, tu as Bucky, que, comme on dit depuis le début, on aurait pu faire un des 3 nerfs, puis ça aurait été comme vraiment bon pour le jeu, puis ça aurait changé aussi la metagame sans pénaliser un deck au complet. Fait que moi, voir ces deux décisions-là, ça me fait peur pour dire, OK, c'est qui prend la grosse décision finale, puis quel genre d'expérience ils ont dans le TCG en général pour les futures cartes, puis tout ça à venir. C'est juste ça que je trouve inquiétant. Je dis pas que je suis pas d'accord nécessairement avec leurs décisions, puis ça arrive de faire des erreurs pour tout le monde, mais going forward, c'est ça que j'ai peur, de voir comme, ben, est-ce que c'est des personnes qui se connaissent vraiment au TCG, puis le balancing d'un TCG, ou c'est quelqu'un qui dit, ben, elle est tellement forte, on crumble un peu sous la pression, puis on fait juste faire des changements, puis on en arrive là, tu sais. Puis je dis pas que c'est ça, mais je dis, ça m'inquiète un peu. Tu sais, je peux peut-être genre comme interagir avec ça juste pour le fait de comme le nuancer avec Magic ou des affaires dans le même. Tu sais, à Magic, il y a eu beaucoup de fois où il y a certains bans qui ont filé comme ce que dans le domaine on appelle un Twitter ban. Donc la Mm. communauté en ligne a juste pleuré tellement fort que ça a banni une carte. Puis des fois c'était comme Mhm. somewhat warranted, somewhat. Tu sais, genre la carte était forte, mais on n'était pas trop sûr si c'était juste parce que le monde avait pas de fun à jouer contre. Euh, Mhm. puis je vais nuancer ça avec comment Ravensburger gère le jeu depuis le début. Euh, Autant que Ravensburger, c'est une compagnie jeune dans l'univers du TCG, autant que ils ont fait leurs erreurs, ils ont aussi été très très bons pour Mhm. corriger leurs erreurs, être très proactifs Mhm. par rapport à ça. Fait que moi, c'est ça qui me donne espoir puis qui me dit genre, je peux quand même leur faire confiance. Je m'attendrais pas, tu sais, il y a du monde qui m'ont dit, est-ce que tu penses qu'ils vont juste reverse ce qu'ils ont fait à Bucky? Je suis comme, ben ça, ce serait la pire chose. Genre, absolute pire chose de comme jouer à crêpe avec Ouais. tes joueurs, de comme, ah, on est rate plus, puis tu sais, puis Ouais. personne ne comprend rien de ce qui se passe. Je suis comme, maintenant que c'est décidé, c'est fait. Est-ce que, going forward, on refait de quoi du genre? J'espère pas. J'espère que ça va être un peu Mhm. plus éclairé, un peu plus comme nuancé, un peu plus soft, j'aurais le goût de dire, juste Ouais. comme je disais tantôt, comme un seul des errata était bon pour la carte. Est-ce qu'il pourrait prendre comme un peu plus de temps pour se pencher sur la chose? Parce que, tu sais, Ryan Miller, le gars a au-dessus, je pense, d'une 15-vingtaine d'années d'expérience en game design. Le gars, c'est Mhm. un génie à ce niveau-là. Tu Mhm. sais, il n'est pas tout seul non plus à designer les cartes là-dessus. C'est le lead designer, puis ça passe par lui, etc. C'est lui qui a comme créé les mécaniques de jeu foncièrement. Mais tu sais, Mhm. sont toute une équipe à designer des cartes. Puis à internal balancer, à jouer avec les cartes entre eux autres avant. Mais c'est pas tous nécessairement des pro players. Tu sais, à Magic, à un moment donné, ils avaient Ouais. engagé ce qui s'appelait la Play Design Team. Puis c'était juste une gang de pros. C'est vraiment juste une gang de pros qui ont fait les gars, on vous donne une job chez Wizards of the Coast, qui est la compagnie qui fait Magic. Tout votre job, c'est de vous asseoir, puis littéralement jouer des games avec les nouvelles cartes, puis genre genre essayer de briser le format le plus possible. Puis Faire de la QA un peu. exact, exact. Fait que tu sais, je suis conscient que probablement Arcane, ce n'est pas le cas dans ce cas-ci, parce que tu sais, veux pas, on va avoir la première batch de joueurs quote unquote professionnels là avec les DLC puis tout le kit. Tu sais, je le dis tout le temps Mhm. comme en blague que moi puis Pat on est comme
probablement de ce premier batch-là qu'on va faire les continentaux, puis on va jouer des événements de plus haut niveau. Puis c'est sûr qu'un jeu jeune de même se permettra pas nécessairement de donner comme des jobs aussi facilement à des joueurs professionnels, mais c'est quelque chose à considérer pour le futur, surtout s'ils veulent comme une longévité vraiment, puis s'assurer une longévité à leur jeu. Ouais, c'est bon. Un long je suis d'accord. Mais ça coupe pas mal ce que je voulais dire aussi. Tu sais, Ryan Miller, il a commencé à jouer à Magic en 93, il a joué vraiment beaucoup. Puis je sais pas s'il a participé au design aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'expérience à la cravate. Puis la petite info que je peux rajouter, parce que je l'ai eu en genre avec Ravensburger à Chicago, là, c'est qu'il y a au moins un head designer par couleur pour s'assurer que la thématique et le fil de la couleur reste là. Après ça, il faut qu'ils se réunissent pour parler, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un designer qui donne des cartes plus fortes à sa couleur puis l'autre qui en donne des moins fortes. Fait que tu sais, ils sont là pour que ça soit que les couleurs respectent leur thématique puis leur style, mais après ça, il faut comme tout qu'ils se rassemblent ensemble. Fait que, je sais pas sont combien, mais ils sont quand même assez pour checker tout ça. Puis l'avantage qu'ils ont aussi, c'est qu'ils sont sortis après justement les Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. T'sais, ils ont pu voir les erreurs de ces autres jeux de cartes-là, les trucs que les gens aiment, les trucs que les gens aiment pas, comme potentiellement être Mana Screw ou Magic. Fait que ils ont essayé de voir les mécaniques, le fun. Ils n'ont pas inventé vraiment beaucoup de mécaniques. Là, quand tu cherches un peu, Shift, toutes ces affaires-là, c'est pas eux autres qui ont inventé ça, même chanter des chansons. Fait que ils ont juste comme checké tout ce qui existait, ce que le monde aimait, ce qu'il aimait pas, puis ils ont tout mis ça ensemble avec un IP ultra populaire. Fait que tu sais, l'IP est là pour avoir un bon succès avec le jeu, autant au niveau des collectionneurs puis des joueurs. Puis ils ont la sagesse d'apprendre des erreurs des autres et des leurs aussi. Présentement, on peut voir quand même avec Bucky. Ce qui leur permet d'avoir un chemin quand même assez droit vers un succès. Là, déjà, je pense que le jeu est assez successful. Je pense que Pixelborn, ça fait mal. S'il y a vraiment un nouveau jeu digital qui arrive, tant mieux. Puis même encore là, les ligues sont encore aussi actives qu'avant, même peut-être plus parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus jouer autrement. Fait que je pense qu'il est quand même sur la bonne voie. Les challenges, ça a été un succès aussi. Le premier, c'était un peu plus dur, mais c'était à cause du software. Côté organisationnel, c'était quand même bien. J'ai hâte de voir au Canada ça va avoir de quoi à Toronto. Mais ils sont sur la bonne voie. Il y a du hype pour le jeu. Il y a juste 4 sets de sortie. En général, les TCG, quand ils ont autant peu de cartes que ça, sont pas nécessairement si le fun que ça. Ça prend plus de cartes pour avoir des archétypes. Puis avec seulement 4 sets, il y a quand même une couple d'archétypes. Ils sont pas tous bons, là, mais il y a quand même vraiment plusieurs styles de jeux différents. Des combos avec les Jafar, t'as des decks contrôle avec le bleu, t'as des decks aggro avec du jaune mauve. Ils ont réussi à avoir tous les archétypes représentés, puis tout le monde peut y trouver un peu son deck qu'il aime jouer. Fait avec seulement 4 sets, c'est quand même impressionnant. Surtout que c'est pas des gros sets. Je pense qu'en général, les sets des autres jeux ils ont plus de cartes. Mais bon, avec presque un an bientôt, parce que avec 4 sets, c'est bien parti. Ouais. L'Arcana va pogner un an quand on va être au DLC. En nous, hein? Ouais, c'est ça s'en vient vite. Ouais. C'est très cool. Ouais, puis je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Ce qui m'inquiète pas tant, c'est comme je pense que l'Arcana, ils l'ont seulement échappé au Chapter 2 où est-ce que Ruby Amethyst régnait suprême. Mais depuis Chapter 3, Chapter 4, je trouve que c'est nice. La méta est quand même assez balancée. On a eu l'histoire qu'on a eue avec Bucky avec le gris vert, mais reste que même avant cette errata-là, tu pouvais jouer les 4 decks et tu te débrouillais super bien. Là. Puis c'était comme. C'est pas comme du rush papier ciseaux allumettes un peu, mais au moins, on avait de quoi de jouable, puis tout le monde pouvait jouer à sa guise, quelque chose qu'il trouvait le fun. Là, puis juste pour revenir aussi sur le rouge mauve du set 2 qui était un peu trop fort comparativement aux autres decks, même set 3 aussi. Là. Il y a une affaire que je sais pas par rapport à comment ils développent le jeu puis qu'ils le testent, mais eux, ils ont plusieurs sets d'avance, puis ils playtestent avec plusieurs sets d'avance parce que le jeu va être balancé. Sauf qu'après ça, il faut qu'ils décident lesquels qu'ils relâchent en premier puis pas en premier. Fait que peut-être que le jeu était parfaitement balancé, mais ils ont relâché peut-être trop de bonnes cartes rouge mauve pas assez des autres. Fait que là, le jeu était comme débalancé pendant ce set-là alors que leur playtest était correct. Je sais pas à quel point ils ont le temps de retester avec juste les cartes qui sortent. Ça serait que là, c'est bon à chaque release et non pas juste dans un bundle de cartes. Je vais te donner la réponse parce que je l'ai, je le sais. Ils ont des années 7-1 à 4 en même temps. C'était des années comme un espèce de bloc ensemble. Fait que c'était voulu que là, maintenant, ça file vraiment comme into its own. Maintenant qu'on a les 4 sets, ça a été des années ensemble, puis ça a été juste un petit peu comme, je veux pas dire un coin flip de comment ils ont releasé les cartes, mais c'était juste une unfortunate genre sequence de comment ils l'ont relâché ou que Rouge Mauve était vraiment trop fort à cause du. Ben, c'était à cause du package de Mimp et Merlin dans le Mauve, dans le set 2. C'est juste ça. Mais maintenant, c'est pour ça qu'on a autant de fun puis que le jeu a de l'air aussi comme complet. C'est parce que au 7-4, on vient d'avoir la vue d'ensemble de comment le jeu a été designé originalement. Juste parce que c'est de l'info que j'ai eu des designers. Fait que je peux répondre à ça.
Parce qu'avant que tu répondes à cette question-là, ça m'aurait fait peur un peu, puis je me questionnais un peu sur ça, Pat. Imagine, il aurait fait plein de cartes, puis il a fait comme, bon, vous avez vu le nouveau Merlin Turtle, là? C'est comme s'il avait regardé toutes ces cartes-là, il a fait, bon, Goat, Lapin, ouais, non, ça c'est moins bon, on va vous le releaser avant, puis on va garder la tortue pour après, si c'était juste un gros pool, tu sais. Mais non, ça fait du sens là, qu'ils designent par batch de 4 ou plus, là, à voir dans le futur, là. Mais ouais, Ça c'est cool. explique aussi pourquoi il y a des keywords, que le texte était un peu weird, c'est parce qu'eux, ils savaient que les locations s'en venaient, fait que là, ils spécifiaient character ou pas, parce que ça peut cibler des locations. Tu Mm. sais, je pense avec Reckless, là, un Ouais, exemple. Ouais. Fait que, tu sais, eux, il y avait les locations ouais. depuis le début, puis là, il y avait comme, pourquoi ils ont fait un wording aussi étrange que ça, mais Mm. avec du recul, c'est parce qu'ils savaient que les locations s'en venaient, fait qu'il fallait qu'ils l'écrivent que de cette façon-là. Fait que, tu sais, ça fait vraiment toute la Exact. différence d'avoir ça en tête, là. Nice. OK. Merci pour ça, guys. Prochain sujet. Carte que vous avez aimée dans les vieux chapters ou que vous aimeriez voir revenir. Une carte que vous étiez comme, OK, chapter 1, c'était ma carte ou chapter 2, c'était ma carte. Là, puis maintenant, c'est vraiment plus jouable. Moi, je vais commencer. Pour moi, c'est Aladdin, le Outlaw, le rouge, le 7 Inc. 5-5. J'adore la mécanique de mettre la peur de je veux pas te taper ma créature parce que tu vas perdre 2 lords, je vais en gagner 2. J'espère qu'on a du leech de même qui va s'en venir encore. C'était le fun. Tu sais, c'est juste que maintenant, c'est dur à jouer parce que dans le temps, on n'avait pas un gros pool de cartes. Fait que tu jouais White Rabbit Pocket Watch. Pour ceux qui connaissent moins bien, qui sont nouveaux dans le jeu, c'est un item qui donnait un rush à un caractère si tu payais de l'encre. Mais puis après ça, ben, tu mettais Aladdin. Puis Aladdin, il pouvait shifter sur un plus petit Aladdin. Fait que dès que tu shifts, si tu shiftais, tu peux attaquer déjà. Puis si tu shiftais pas, mais tu avais le pocket watch, ben, tu rentrais à quelqu'un. Fait que, rouge, mauve, il mettait tout le temps cette peur-là de est-ce que je quest avec, je quest pas, parce que sinon, si je rentre dedans avec Aladdin, je te leech ton lore. Fait que moi, je trouve l'aspect de leeching qui est vraiment le fun. Puis Aladdin, c'est un de mes bonhommes préférés quand j'étais jeune. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment voir revenir. Mais peut-être toi, Drew, as-tu une carte en tête que tu aimais bien? J'ai une carte qui était comme un peu plus jouée avant, qui est plus vraiment jouée. OK. Moi, je joue encore, puis j'explose des gens avec cette carte-là, mais c'est juste parce que genre c'est probablement plus l'effet de surprise que d'autres choses. Moi, c'était Mm. quand ils ont imprimé Cinderella Stout-Hearted dans set 2. Ah, T'sais, ouais, moi, ouais. j'ai joué dans le set 2. C'est pour ça que mon Steel Song, yes sir. Big boys, big boys. C'est ça. Je jouais celle-là dans mon Steel Song 7-2. Ça, c'était une grosse partie de pourquoi j'étais capable de cheeser Ruby Amethyst aussi facilement. Tu sais, je veux dire, littéralement, j'ai fait un gros tournoi aux States pendant le 7-2, puis j'avais fini comme dans le top 16. C'était un tournoi de genre 127, 130 personnes, je me souviens plus exactement combien. Nice. Puis tu sais, c'est juste à cause j'avais perdu contre un Ruby Améthyste, puis c'est plate à dire, ça sonne un peu comme une défaite, mais j'avais pas vraiment perdu à mon adversaire, j'avais perdu au fait d'être resté stock à 4 de Inc jusqu'au tour genre Mm. 8. Ouf. Tu sais, ça, enfin, notre game 3, ça s'est décidé sur ça, sur comme, hey, je peux plus Inc à partir du tour 4 parce que j'avais comme grab your sword, qu'est-ce que t'avais d'autre à 5? T'avais des Whole New World dans la main. Bref, t'avais plein Ah ouais. d'uninkable. Puis c'est Dégueu. juste comme rip off the top tout ça. Mais justement, genre, pour revenir à ça, Cinderella, Stout Hearted, je trouve que cette carte-là est extrêmement powerful. Juste d'avoir la mécanique de pouvoir challenger du monde ready. Taquer sur un bonhomme pas avoir besoin de jouer comme un One Last Hope ou de jouer Mm. un Pick a Fight ou de quoi de même. Juste de pouvoir comme jouer des songs qui sont déjà intrinsèquement super powerful puis qui font que ta carte devient encore plus valuable. Je trouve ça insane. Fait que moi, c'est elle que j'aimerais revoir un peu plus jouer. Moi, je fais ma part de la garder en vie dans mes decks. Nice. Moi, le nombre de fois je me suis fait closer des games contre Steel Song, ils étaient à 17 lore, puis il y a juste la petite Cinderella, je vais faire mes affaires. Big Cindy, quest pour 3 games, c'est le classique, ça m'est arrivé tellement souvent. Non, j'aime Ouais. ton pick. En plus, les petites Cindy, on s'entend qu'elles sont quand même très bonnes aussi, surtout la jaune. Oh, Fait que vraiment. c'est chiant de waster removal là-dessus, mais s'il y a un potentiel shift, des fois c'est dangereux. Ouais, C'est ouais. peut-être aussi pour ça qu'on voit moins l'Aladin. L'Aladin il coûte 3 rouges, 2-2, il est
pas très bon, il meurt à tout, puis il coûte cher pour juste 2 stats, fait qu'on le voit plus. Par contre, le jour où il y a un bon 4-drop Aladdin qui fait peut-être un effet entre en jeu, ça pourrait être intéressant, le retour d'Aladdin. C'est une belle carte, puis comme tu dis, ça faisait régner la peur, puis si t'avais en plus 16 mana, tu pouvais le jouer ça, taper 2 bonhommes, attaquer dedans, c'est pour ça que les games étaient interminables dans le 7-1 par contre. Moi aussi, ma carte, ça serait peut-être le 7-1, là, celle qui m'a fait gagner un tournoi à Montréal, un Invitational, le Rockstar Stitch. En plus que la version promo est tellement belle. Cette carte-là est vraiment le fun parce que je pense qu'elle est quand même bien balancée. Tu peux faire des decks combos avec Pride Land où est-ce que tu peux vraiment abuser. Mais tu le vois venir un peu, puis c'est quand même pas les decks ultra OP. Par contre, dans le 7-1, c'était vraiment le fun. Ça arrivait souvent que tu pouvais jouer des petits Stitch ou même juste le Surfer Stitch qui quest déjà 2. Puis là, ben, soudainement, tu fais un whole new world shift pour quester de 1 de plus qui te donne le dernier lore qui te manquait. Fait que ça ouvrait beaucoup de plays intéressants. Là. Dans quel ordre tu joues tes cartes pour piger et voir ce que tu piges versus tu fais autre chose avec. Puis des fois, t'es mieux de mettre un bonhomme puis pas le taper. Puis en tout cas, je pense que c'est une carte qui a du potentiel. Seulement, il y avait plus que 3 d'attaque. La méta est rough un peu avec les Medusa, mais je pense que ça va venir avec les decks aggro. Puis là, ils ont annoncé aussi une carte jaune aujourd'hui qui a des gros stats là, pour 1 mana. Fait que Rockstar Stitch va sûrement venir, puis je pense que c'est une belle carte qui a une feature vraiment le fun, explosive. Yes. Puis vous nous laisserez des commentaires si vous êtes intéressé qu'on parle des nouvelles cartes. Je sais qu'on fait beaucoup de références, mais si vous êtes intéressé, next time, on va peut-être se faire des petits edits. Là. Excuse-moi, Drew. Ouais, mais attends, là, toi, tu dis que Surfer Stitch, ça coûte de 2. Moi, mes copies, en français, ils coûtent juste de 1. Ah, oups, un autre errata. Mais toi, t'as des cartes de baller. T'as des cartes de baller. Non, c'est juste pour rire un petit peu qu'il y avait comme des errata avant l'errata. Mais ça, c'est entre leurs langues que c'est un petit peu, ils l'ont un petit peu échappé. Mais là, c'est un factuel errata rules-wise pour la main langue en anglais. Ouais. En plus que c'est un icône qui manque, c'est vraiment bizarre que ce soit un problème de langue. En tout cas. Mais ouais, ton point est intéressant, Dan. Peut-être ça pourrait être cool de faire des reviews, des spoilers avec peut-être un tier list. Là, parce que là, j'ai les références sans dire trop ce qu'ils font, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent pas être spoilés, mais s'il y avait un épisode consacré à ça, ça pourrait être intéressant d'en parler plus en détail. Ouais, puis je serais très intéressé d'échanger avec du monde comme vous autres là, qui jouent vraiment fort pour voir, tu sais, comme est-ce que ça va être méta, est-ce que ça va pas être méta, puis si c'est pas méta, pourquoi, tu sais, puis qu'est-ce que, tu sais, comme moi, personnellement, pour avoir joué à beaucoup de TCG, j'ai comme une bonne idée. C'est sûr que j'ai pas fait des standings comme vous, mais tu sais, ça m'a permis de pre-order beaucoup de cartes pour comme vraiment cheap. Puis finalement, leurs prix ont jumpé. Je pense que j'avais comme la deuxième ou la troisième journée du dernier chapitre qui vient de sortir. Je pense que j'avais comme 8-6 sous que j'avais acheté à comme 12 $. Puis quand il avait gagné le tournoi le dimanche soir, il y avait jacké de prix parce que comme ça peut juste être une bonne carte ou ça, Diablo, je les ai pre-order à 29,99. Le Lucky Dime qui était un bon exemple aussi de ça. Ouais, c'est ça, 2 $. Nice, cool. Alright, Pat, le prochain segment, c'est sur les règles, peut-être un peu plus obscures qu'on connaît moins. Mais avant que tu embarques là-dedans, j'aimerais ça savoir, tu sais, comme je sais que tu parlais d'être un judge, fait que comment t'as pivoté vers ce chemin-là? Qu'est-ce qui t'a fait dire comme je vais être un judge, puis après ça, parle-nous un peu des règles là, qui sont un peu plus comme shady, qu'on connaît moins ou qui sont plus délicates, si on veut. Yes. Ben, il y avait un tournoi où est-ce qu'il y avait certaines restrictions pour participer, donc j'avais pas toutes ces restrictions-là. Par contre, il se cherchait un judge pour justement s'assurer du bon que le tournoi se passe bien, en bonne et due forme, puis que s'il y a des gens qui s'estinent sur les règles, que quelqu'un puisse aller puis prendre une décision. Fait que je dis, bon, ça peut être une belle opportunité justement de glisser un peu plus dans les règles, lire tout ça. Je me dis aussi que de devenir un meilleur judge peut te rendre un meilleur joueur parce que ça te force à connaître plus justement les edge cases des règles. Puis si jamais j'étais à Toronto puis que j'appelle un judge, j'ai une meilleure idée de ce qu'il va dire comme ruling si je le call, que si des fois t'es pas sûr, tu l'appelles, puis là, t'as aucune idée de ce qu'il va dire, là, t'as comme un bon guideline. Puis en plus, je parle un peu avec des judges de challenge sur Discord. Fait, je vois un peu comment ils prennent des décisions, leur thinking. Fait, ça aide à mieux comprendre les envers du jeu. Parce que les règles de base sont très simples. Je reconnais que ça reste un jeu qui est easy to learn, hard to master. Fait que, les règles de base, comment je quest, tout ça, c'est vraiment très simple, vraiment dans les détails. Puis là, en étant judge, il y a des gens qui m'ont posé des vraiment bonnes questions. Il y en a que j'avais les réponses, il y en a d'autres que je les avais moins ou que j'étais pas sûr. Fait que j'étais allé vérifier pour au cas où que c'est coloré. Puis c'est des cartes qui sont méta. Fait que je me dis, au moins, les HK, c'est que les cartes qui sont jouées, il faudrait les connaître par cœur. Des cartes moins jouées qui ont des HK particuliers, comme la base grise qui redirige les dégâts sur elle, que tu as des personnages qui résistent, c'est
espèces de combats un peu plus difficiles à suivre, là, parce que là, c'est le résiste qui compte, c'est le damage. En tout cas, je pourrais faire un autre, un autre exemple avec celui-là. Mais là, l'exemple que j'avais, c'est souvent le fameux Diablo, là, parce que c'est une carte ultra méta qui est très jouée, puis beaucoup de cartes qui pigent dans le jeu. Donc, l'exemple qu'on a ici, en fait, à l'écran, on a une Ursula Deceiver of All de notre côté, avec un Leatherstorm Region et une Ursula 2, ça c'est pas très important, mais on a Leatherstorm Region de prêt à caster, prêt à chanter, avec une Ursula Deceiver of All. Puis l'autre joueur, lui, il y a un Diablo Exerté, très important, puis une Pegasus. Puis là, la question, c'est si je chante Leatherstorm Region une première fois avec Ursula sur le Diablo, il va mourir. Après ça, je peux décider avec un trigger d'Ursula qui est rendu dans mon sac de refaire Leatherstorm Region de la discard pour tuer la Pegasus. Puis là, à ce moment-là, la question c'est est-ce que l'autre joueur peut piger une ou deux cartes? On se rappelle que le Diablo c'est un May, fait qu'il peut aussi en piger zéro, mais au maximum, il peut en piger combien? Puis la réponse est une, étant donné que les Game State Triggers sont regardés à la fin de chaque habilité / carte. Donc, une fois que le Leatherstorm est joué, puis la raison pourquoi que Diablo pige une carte d'ailleurs, même s'il meurt pendant la chanson, c'est qu'il meurt pas vraiment pendant, c'est que tu joues la carte, tu commences par faire 2 dégâts, donc tu mets 2 jetons de dégâts sur Diablo, il n'est pas encore mort, il y a juste 2 dégâts sur lui. Après, tu piges une carte. Donc, Diablo est encore en jeu quand tu as pigé ta carte. Il l'a vu. Il dit à son joueur, hey, tu vas pouvoir piger une carte si tu veux. Il met ça dans son bag. Puis après ça, une fois que la carte est finie au complet, tous les effets sont faits, donc le 2 dégâts et la pioche. Faut regarder l'état de jeu. Là, l'état de jeu, c'est que c'est un 2-2 qui a 2 dégâts sur lui, donc il est banni. Mais la carte est déjà toute résolue. Puis c'est pour ça aussi qu'il pige pas une deuxième carte, c'est parce qu'avant qu'Ursula puisse faire sa deuxième Leatherstorm Region, il a été banni du jeu, donc il peut pas voir, entre guillemets, le deuxième Leatherstorm Region. Donc, c'est vraiment une carte, puis ça fonctionne. Ça arrive vraiment souvent à ce cas-là. Le Leatherstorm Region et Diablo sont des cartes méta, donc c'est important de savoir qu'on peut piger. Cela dit, c'est un mais, donc vous n'êtes pas obligé de dire à l'adversaire qui peut piger. Puis s'il l'oublie, ben c'est un miss trigger. Faut être généreux quand même, là, s'il dit, mettons, 2-3 secondes après, je veux dire, il l'a pas oublié, mais si comme tu continues de jouer, là, puis tu finis ton tour, tu dis, ah, j'ai oublié de piger, ben normalement, il serait trop tard. Puis ça, c'est un peu là aussi que c'est important de voir comment que les juges sont, puis c'est quoi les guidelines, parce que c'est pas écrit combien de temps c'est rendu un miss trigger, est-ce qu'il faut que ce soit dans un temps prédéfini, est-ce que ça va à la fin du tour, c'est pour ça que ça s'appelle un job de juger, c'est faut que tu juges toi-même, est-ce que c'était trop long, est-ce qu'il l'a manqué, ou est-ce que c'est peut-être le joueur qui jouait super vite pour faire exprès qu'il manque, il y a des peu de nuances là-dedans, fait voilà pour si je peux interjecter, juste parce que j'ai entendu ce cas-là, beaucoup de mes collègues qui jouent juste à Magic, puis tu sais, à Magic, c'est beaucoup de mais, c'est beaucoup d'affaires comme ou que tu rolls ou que si tu manques ton trigger, c'est manqué, puis that's it. Puis c'est juste, ça en tient juste aux joueurs, aux contrôleurs de la carte. À l'Orcana, je pense, puis corrige-moi si je suis wrong, Pat, parce que c'est toi le jeu, c'est toi qui as lu de super proche le document de règles. Tu sais, yes, il me flashait le document de règles. Il l'avait même le soir où qu'on a testé ensemble. J'amène tout le temps avec moi, c'est toujours pratique. Son meilleur ami. dort avec. Mais à l'Orcana, c'est parce qu'on est allé vérifier pendant un tournoi local à la boutique mythique. C'est les 2 joueurs qui sont venus de rappeler des triggers non optionnels. Donc, admettons, je pense que le cas que ça. Puis je pense en fait c'est à toi que c'est arrivé, je pense, même pendant ce tournoi-là. Ouais. C'est les inks sur une location. Pas les inks, les lores sur une location, c'est ça? Yes. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'avais une Queen's Castle en jeu. J'ai fait mon Ready Set Draw, j'ai piché ma carte du tour. Puis là, genre 3 secondes après, j'ai oublié mon lore. Puis là, la personne, elle a callé Judge là-dessus. Puis la réalité, c'est que normalement, les lore et le May Draw du Queen Castle arrivent avant la pioche du tour. C'est dans les steps de Ready Set. Donc, à ce moment-là, je l'avais manqué techniquement parce que j'avais pigé. Sauf que c'est pas un May, c'est un Moss. Puis c'était pas comme 3 tours plus tard. J'ai oublié mes 2 lore. Donc, on a tous les deux eu un warning. Puis j'ai eu mes 2 lore quand même. Parce que... Ouais. Mais t'aurais pas pigé la carte, mettons, si t'avais tes 2 lore, ou tu t'as pigé. Si t'avais un kicker dans le castle, est-ce que t'aurais pu piger pareil? Ou c'est un must, l'autre c'est un make? C'est là que le judge va falloir qu'il décide si j'ai le droit de piger ou pas. Parce que c'est un may. Puis techniquement, si t'as pigé la carte du tour, il est comme trop tard. Parce que t'es censé dire quand tu piges ta carte, je pige pour le castle, je pige pour mon tour. Faut que tu dises pourquoi tu piges, puis faut que tu piges pour le castle avant de piger pour ton tour. Donc à ce moment-là, j'aurais techniquement manqué le trigger, mais vu que ça faisait peut-être juste 2 secondes, j'ai oublié de piger ma carte. Ce qui n'était pas le cas qui est arrivé, mais mettons que j'avais un bonhomme sur le château. Le juge aurait pu dire, OK, c'est correct, c'était un laps de temps assez court, ou il aurait pu dire, bah, tu l'as manqué. C'est pour ça que ça dépend de chaque juge. Il y en a qui sont plus stricts, d'autres moins. Fait. Puis c'est un bon point que tu fais parce que, tu sais, moi, je suis un grand avocat de tout le temps annoncer ce que tu fais. Tu sais, mettons, avec les Diablos, j'ai hâte de voir avec les. Ben, tu sais, peut-être pas à ton tour, juste comme en fin de semaine prochaine, je vais à Fort Worth pour dire adieu à Bucky pour une dernière fois. Puis
sais, je vais jouer Let's Bucky go. là-bas. Puis j'ai hâte de voir s'il y a du monde qui va essayer comme Dangle shooter avec le mets du Diablo exerté. Tu sais, moi, je donne tout le temps comme une espèce de. Je compte tu sais, un bateau-bateau, 2 bateaux-bateaux, 3 bateaux-bateaux, avant de comme prendre une autre action quand j'ai pigé ma carte du tour puis que mon adversaire a son Diablo, admettons. Puis, même chose, je veux dire, quand moi je la pige tout de suite parce que d'habitude je m'en souviens, je veux dire, si moi j'ai mon Diablo en jeu, je compte un bon 3 secondes, un long 3 secondes avant de prendre une autre action. Parce que si je prends une autre action, c'est là que moi je vais dire comme ben je pense que tu as manqué ton trigger. T'sais. Ouais. Puis je suis un grand C'est avocat vrai. justement de tout annoncer ce que tu fais, même ton genre ready, set, draw, etc. Tu dire comme je gagne mon lord de ma location, je pige ma carte de mon extra carte de ma location, c'est un Queen Castle, etc. Tu sais, juste annoncer le plus possible sans non plus être comme obnoxious, je veux dire ça pour comme essayer de comme patronize ton adversaire, mais juste vraiment être clair, net et précis avec tout ce qui se passe sur le bord. Il y a bien du monde qui rit de moi là, chaque fois que je joue, là, puis si on joue contre un jour, les gars, je le souhaite, là, ça peut être cool, mais mettons, comme il arrive de quoi, je fais toujours trigger. Ouais. Là, je le fais. Puis là, je pointe comme Beast Tragic Hero, je pige. Là, après, je fais trigger, je pige ma deuxième carte. Pas je pige 2 d'un coup, je pige un, trigger, je pige la deuxième, puis des affaires de même. Puis vous allez voir, puis à ceux qui nous écoutent, puis j'ai eu beaucoup de feedback, guys, by the way, en jouant à des Store Championships ou en jouant dans des locals, que il y a du monde qui nous écoute puis qui adore vos feedbacks puis vos tips et tricks sur comment jouer. Puis j'ai commencé à avoir beaucoup de monde qui nous écoute, qui joue avec le ink qui est face up quand tu mets pour te rappeler que tu as inké ce tour-là. Puis dès que tu as fini ton tour, tu vas flipper la carte pour dire que j'ai comme fini mon tour, qui est comme pas dans les règles techniquement, mais qui est juste une belle façon et une forme de jouer. Puis ça devrait, oui. Mais, c'est ça, j'allais dire. C'est ça, c'est une règle qu'ils ont vraiment fortement coché. Puis je pense qu'ils forçaient que tu étais sur stream, là, je suis plus sûr dans les challenges, mais ils devraient l'enforcer pour tout le monde. Parce qu'au final, il y a des gens qui annoncent ce qu'ils font, puis c'est vraiment cool pour la clarté, mais même quelqu'un qui est muet, là, il a façon d'être clair, même sans parler. Comme tu dis, tu peux taper tes triggers, tu tapes sur Diablo, tu voles les mouvements un à la fois, quand tu angles, tu le mets vraiment face-up, tu le montres à l'autre joueur, tu le fermes à la fin du tour. Fait que il n'y a pas vraiment d'excuse de ne pas être clair. Il y a plusieurs façons d'être clair, que ce soit en parlant ou avec des gestes, de montrer qu'est-ce qui se passe, l'ordre des triggers que tu veux exécuter et tout. Donc, j'espère vraiment que justement la communauté va s'améliorer globalement là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui le font déjà bien, puis c'est juste un apprentissage qui est winner-winner. C'est gagnant pour les deux joueurs. Ça t'aide toi-même à y réfléchir à ton tour parce que tu parles puis tu dis ce que tu fais pendant que tu le fais. Puis ça aide aussi l'autre joueur à suivre. Puis pour les nouveaux joueurs qui arrivent aussi, c'est beaucoup plus clair, c'est suivre la partie. Puis même aussi, si tu regardes des vidéos de déjà qui jouent, s'ils disent ce qu'ils font versus ce qu'ils disent pas un mot, des fois, c'est vraiment plus dur à suivre. Fait que j'ai l'espoir qu'ils mettent la règle d'ancrer face-up pour tout le monde tout le temps. Ça serait vraiment cool. Yes. Fait que c'est ça. Puis sinon, j'ai aussi un deuxième exemple là, pour les règles qui est un peu plus tricky celui-là. Puis je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui vont être surpris par cet exemple. Si je peux juste l'ouvrir, une petite seconde. Avec le fameux keyword de bodyguard qui est, comme je disais tantôt, c'est un peu triste. On voit pas beaucoup de bodyguard dans la méta actuellement. Puis je pense que c'est parce qu'il n'y a pas tant de personnages qu'on veut protéger, puis les bodyguards protègent pas les locations. Moi, j'attends toujours à ce qu'ils révèlent une carte qui est bodyguard pour des locations. Je pense que ça ferait amener des locations dans le méta, mais bon, ça n'existe pas encore. Fait qu'ici, on a l'adversaire qui a un Cogsworth, puis on sait tous, les Cogsworths ont tendance à rester unexerted parce qu'ils sont vraiment durs à tuer. Ils ont ward un peu comme Bucky, mais avec beaucoup plus de points de vie. Donc, à part Sisu et Be Prepare, Cogsworth détapé, c'est pratiquement intuable. Et on a aussi un Simba Bodyguard Unexerted. Puis de notre côté, on a un Maleficent, une Cinderella, justement comme Druilem, qui permet d'attaquer les personnages Unexerted. Puis on a un Merlingot. Puis là, la question ici, c'est si Maleficent chante un Friends on the Other Side, ce qui active l'habilité de Cendrillon qui lui permet d'attaquer les personnages qui sont ready. Est-ce qu'elle va pouvoir attaquer le Cogsworth de l'autre joueur parce qu'elle a l'habilité d'attaquer les personnages qui sont ready? Eh bien, la réponse est non, étant donné que l'effet de Bodyguard est toujours actif. J'ai d'ailleurs mis en haut à gauche, on peut voir la définition de Bodyguard. This character may enter play exerted. Donc ça, c'est une première feature de Bodyguard, c'est que tu peux mettre ton joueur en jeu exerted, donc sur le côté. Par contre, il y a un point, c'est pas dans la même phrase. Et l'autre habilité de Bodyguard, c'est qu'un opposing character who challenges one of your character must choose one with Bodyguard if able. Donc, dans le scénario ici, la Cendrillon peut challenger les personnages qui sont ready, donc peut challenger le Bodyguard et donc doit challenger le Bodyguard en premier.
Donc, c'est un cas vraiment intéressant parce que dans le scénario exactement ici, si le joueur bleu-jaune avait décidé de rentrer son Simba tapé en jeu, à ce moment-là, le joueur mauve-gris aurait pu détruire, je veux dire, banish, faut-tu les bons termes, c'est leur canard après tout, aurait pu banish Cogsworth en attaquant avec le Merlin Gold dans le Simba, puis avec la chanson de Maleficent, Friends on the Other Side, il aurait pu attaquer le Cogsworth avec Cendrillon, puis littéralement clearer le board au complet. Mais étant donné que le bodyguard est unexerted, Gold peut pas attaquer dedans, il y a juste Cendrillon, puis il n'y a pas de façon pour le joueur mauve-gris de banish Cogsworth. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est très rare qu'un bodyguard est plus utile unexerted qu'exerted, mais ça c'est un beau scénario qui permet de sauver le Cogsworth d'une mort certaine par Cendrillon. Yes, c'est clair. Puis aussi, je jouais dans un local il y a 2 semaines, puis il y avait 2, 3 personnes qui venaient de commencer de jouer. Puis je pense qu'il y a une règle qui est comme pour nous mais pour beaucoup de monde, ils étaient comme pas trop sûrs. C'est les personnages reckless. Tu sais, quand tu es forcé à attaquer, mais la réalité, c'est que tu peux chanter aussi. Puis le monde sont encore, ben non, mais tu sais, il peut juste attaquer. C'est marqué must attack character when ready, mais la réalité, c'est si seulement il y a un character puis il peut attaquer, ça c'est sûr. Mais il peut chanter une chanson qui a le même cost que lui pour éviter d'attaquer si tu voulais le garder, quelque chose comme ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui commencent à jouer que c'est pas très clair pour eux que la nuance entre le must, parce que c'est le texte must qui fait cette peur-là un peu. Ce que je peux rajouter, c'est le mot qui est encore plus important que must dans la phrase, c'est if able. Si tu as une manière de ne plus le rendre able à challenger, ben il pourra pas challenger. Fait que, admettons, chanter une chanson, en effet, c'est une manière de ne plus le rendre apte à challenger. Ouais. Mais je pense qu'il y avait façon de rendre le texte peut-être un peu plus clair parce que la confusion vient du fait que ça dit pas c'est à quel moment qu'il est obligé de challenger s'il est possible. Tu sais, si mettons c'est au début de ton tour, faut qu'il change, là, il aurait pas eu le temps de chanter, mais la façon qu'il aurait pu l'écrire, qu'il aurait pris plus de mots, peut-être plus clair, c'est à la fin de ton tour, si ton personnage reckless est détapé puis qu'il y a une des cibles qui peut être challengée, tu peux pas passer ton tour, faut que tu challenges. C'est vraiment à la fin de ton tour qu'on vérifie que le reckless est correct. C'est pour ça que tu peux techniquement chanter avant parce que là, si tu chantes, ton personnage est tapé, il peut plus challenger. Donc, c'est correct. Mais si ton Maui, par exemple, il est détapé, il est ready to fight, puis l'autre côté, il y a des personnages qui seraient capables d'attaquer, ou même c'est pas d'ailleurs l'exemple des locations, s'il y a une location, tu es obligé d'attaquer dedans avant de faire passe ton tour. Donc, c'est peut-être là qu'on peut comprendre la nuance que tu peux chanter pour bypasser un peu le reckless, ce qui rend le reckless un peu moins fort quand tu l'appliques sur quelqu'un d'autre, puis quand même pratique aussi. Maui qui peut chanter plein de chansons. D'ailleurs, il chante beaucoup dans le film de Moana, fait que je pense que c'est très thématique. Là. Il manque juste qu'il ajoute la chanson You're Welcome dans rouge ou bleu, puis ça serait quand même intéressant. Mais on va la voir, You're Welcome. C'est vrai, c'est vrai. Ah, elle est verte. Il va falloir ouvrir rouge-vert pour faire le combo Maui qui chante You're Welcome. En tout cas, fait que c'est ça, tu sais, je pense que Reckless c'était un peu confusant, un peu justement parce que il pouvait pas écrire tout parce qu'il fallait qu'il compte les locations alors que Maui est sorti avec les locations. Puis c'est vraiment à la fin du tour qu'il faut qu'il challenge, t'as rien fait avec à la fin de ton tour. Donc, comme ça, je pense que c'était un peu plus clair, mais j'avoue que c'est un des keywords le plus compliqué à la base. Cool. All right. Guys, merci pour toute l'info. Merci d'avoir sub-in puis d'avoir échangé méta avec vous. Là, toujours nice. Date des Store Championship qui s'en viennent. By the way, guys, 20 juillet, Gobelin d'argent à Montréal, La Voûte, le Card Vault à Montréal aussi, Gamerspot à Trois-Rivières, Royaume des Titans au Saguenay, Secret des Corrigans à Montréal, La Pieuvre Barbue à Lécoto, puis on le répète tout le temps parce que c'est exceptionnel, mais c'est une caisse qui va au gagnant, donc on parle de 4 booster box. Le 21 juillet, Jeux Easy Games à Châteauguay, le Griffon à Sherbrooke, la boutique Awesome à Saint-Hubert, Game Time à Joliette, Geek Co à Montréal. Le 27 juillet, c'était supposé être Univers Fantastique, mais ça a été devancé puis ça a été changé. Fait que le 27 juillet, ce qu'on a, c'est le Gamekeeper à Montréal. Et le 28 juillet, on a Univers Collectibles à Vaudreuil-Dorion, Boutique Mythique à Québec, Randolph Québec et on a aussi Carta Magica à Montréal. Donc, c'est ça. Puis, Drew, je vais te laisser plugger ton channel une autre fois. Juste avant de plugger mon channel, aussi le tournoi du Secret des Corrigans. C'est un circuit des princesses. On en parle un peu moins parce que là, c'est le mois des 7 championships, mais c'est le seul 7 championship qui est un circuit des princesses. Si vous accumulez les points, si vous chassez la Enchanted, c'est encore valide. Il va en avoir aussi un à Joliette en août. Malheureusement, j'étais supposé y aller. Faut que je me désiste à cause que je vais à Dallas à la place. Fait que
beaucoup bien triste pour moi, mais c'est ça. Puis je vais reploguer, oui, mon channel YouTube. C'est Ink Spilled Glimmers. C'est moi et un ami de Québec, Nicolas Boivin. Shout out à Nicolas. On fait du gameplay des decks majeurs. Pour l'instant, on a un seul vidéo, mais il y en a beaucoup plus qui s'en viennent. Il y en a probablement un qui va s'en venir cette semaine aussi. On fait du gameplay et on commande par-dessus. On essaie aussi de mettre ça avec une touche assez entertaining, un peu comme un broadcast un petit peu. Vous allez voir, il y a même un petit peu même des petites mises en scène où on fait un petit in memoriam à Bucky au début de l'épisode 1. Je vous invite à écouter ça. Je sais que c'est un épisode un peu plus long. Je sais qu'on est en début de channel puis que on a beaucoup de place à s'améliorer. On a déjà beaucoup changé la formule pour les épisodes que vous n'avez pas encore vus. Mais je vous invite vraiment à écouter ça, c'est très intéressant. Et on prend beaucoup aussi les commentaires, les suggestions, etc. On veut que ça grossisse, puis on veut donner du contenu de qualité aux gens, autant de Québec que d'ailleurs. Justement, nous autres, on le fait en anglais, contrairement à ici ou Uninkables. Mais si vous avez pas trop de misère avec l'anglais, ou si vous voulez juste regarder des games de l'Arcana, vous pouvez juste ne pas m'entendre parler parce que je veux bien croire que j'ai pas la voix la plus plaisante et mélodieuse au monde. Mais s'il y a du monde qui aime ça, m'entendre niaiser puis dire des affaires sur le jeu de cartes qui me passionne ben beaucoup, ben il y a ça aussi comme option. Moi, je l'aime bien, ta fois. Moi aussi. Ça va juste te prendre un meilleur micro, merci. c'est tout. Ouais, c'est ça. Exact. Ça s'en venait, là. Mais merci Drew, puis allez tout donner un follow à Lou, puis à Drew, puis liker ses vidéos. Aussi, conclusion, n'oubliez pas, on a un courriel aussi, si vous avez des questions, des remarques ou des feedbacks, peu importe, lesuninkables@gmail.com. On a aussi un Discord qu'on est quand même assez actif, on partage des decks. Donc, si vous voulez juste vous joindre là-dessus, parler stratégie, parler juste de cartes en général, des nouvelles cartes qui vont release, on va en mettre dessus aussi. Donc, à tout le monde ici, on vous souhaite bonne semaine. Puis restez un peu après. Billy va vous faire le drop pour les cartes du Comic Con. Donc, merci Drew. Merci Pat. Merci. Prochaine. Ciao.